Je me tiens devant l'autel de l'église Saint-Alban, mes mains tremblantes cachées dans les plis de la soie ivoire dont ma mère a insisté sur le fait qu'elle s'harmoniserait mieux avec mon teint que cette crème fade que tu as choisie. Et la robe est maintenant trop serrée sur mes côtes, et ma respiration est entravée lorsque je lève les yeux vers le visage de Beckett. Ses yeux bleus, d'habitude si captivants, semblent maintenant peu profonds, comme des bassins décoratifs plutôt que les profondeurs de l'océan que j'avais imaginé. L'église est remplie de 180 invités exactement. Je le sais parce que ma mère Lorraine m'a récité le décompte final 3 fois ce matin, en insistant sur l'importance pour les collègues du juge Mason Holloway d'être correctement installés dans les premiers bancs. Et la musique de l'orgue remplit le plafond voûté, mais au lieu de me tourner vers le révérend Wilson comme prévu, je pivote lentement, faisant face à nos invités assemblés. En fait, avant de commencer, j'ai quelque chose à dire. Les doigts des organistes glissent, créant une note discordante qui reste suspendue dans l'air avant que le silence ne retombe complètement. Mon fiancé Beckett et ma mère Lorraine ont une liaison depuis le lendemain de nos fiançailles. Les mots sortent plus clairement que je ne m'y attendais, amplifiés par l'acoustique parfaite de l'église. Je regarde la compréhension se répandre dans la foule, comme une pierre jetée dans une eau calme, d'abord la confusion, puis l'incrédulité, et enfin le choc. Mon père, le pasteur Everett Quinn, s'agrippe au banc devant lui, le visage cendré. Pendant un instant, je me demande s'il ne va pas s'effondrer. Il y a 6 mois, Beckett avait fait sa demande en mariage pendant le 2e acte de la Traviata au Kennedy Center. Et elle s'était arrangée pour que nos familles assistent à la cérémonie depuis les loges adjacentes. Ma mère tamponnant des larmes théâtrales tandis que mon père rayonnait d'une fierté tranquille. Le diamant avait capté les lumières de la scène, dispersant de minuscules arcs-en-ciel sur ma main alors que la soprano atteignait sa note la plus haute. Elle a dit oui, avait annoncé Beckett, suscitant des applaudissements polis de la part des clients qui se trouvaient à proximité. Ce soir-là, ma mère avait chuchoté, les Holloway font partie de la royauté de Washington, chérie. Mason peut ouvrir des portes que le ministère de ton père ne peut pas ouvrir. Le lendemain matin, Lorraine est arrivée à mon appartement avec 3 classeurs de planification de mariage et un œil critique. Des fleurs sauvages? Pour un mariage de Queen Holloway? Honnêtement, Rowan, je me demande parfois si tu n'essaies pas de nous mettre dans l'embarras. Tu as besoin d'élégance, pas d'un arrangement au bord de la route. J'avais acquiescé, ravalant mes préférences comme je l'avais fait pendant 29 ans. Mon père avait été différent, posant sa main sur mon épaule lorsque je lui avais montré la bague de Beckett. Fils du juge Holloway, avait-il dit doucement. Ta mère et moi ne pourrions être plus fiers. 2 jours avant le mariage, j'ai trouvé le journal relié en cuir de ma mère dans sa Mercedes en récupérant son téléphone oublié. Le livre était tombé de son sac à main et s'ouvrait sur une page qui commençait par B.S. et Stellar After the Honeymoon About Our Arrangement. B.S. qui lui parlera de notre arrangement après la lune de miel. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard, alors que j'étais assise dans ma voiture, toujours garée devant chez elle. Le journal s'est ouvert sur mes genoux. Rowan? Mon journal a disparu. Il contient des pensées privées, rien d'important. Mais je reviens immédiatement. Sa voix avait un côté tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Et ma propre voix m'a surpris par sa stabilité. Oui, mère, très privée en effet. J'ai raccroché alors qu'elle parlait encore. J'ai passé ma vie à me plier aux attentes de ma mère. Sa vision de mon avenir, ses critères d'apparence, ses jugements sur mes choix, tous acceptés avec le sourire consciencieux que l'on attend de la fille du pasteur Quinn. Et la rédactrice en chef parfaite, le fiancé parfait, la fille parfaite, jamais tout à fait à la hauteur mais toujours en train d'essayer. Aujourd'hui, je risque tout, ma relation avec mes 2 parents, mon statut social dans une ville construite sur les apparences, et même ma carrière de rédactrice en chef, ou les relations du juge Holloway sont très étendues. Hier soir, je me suis enregistrée au Four Seasons sous le nom d'Hélène Beryl. J'ai payé en liquide et j'ai ignoré le regard curieux de l'employé sur mon absence de bagages. Au matin, je retournerai à l'hôtel plutôt qu'à la vie que je pensais construire. Ce soir, je me tiens en soie ivoire devant 180 témoins, mes mains enfin stables alors que je me prépare à parler à nouveau. Je crois que nous méritons tous de connaître la vérité avant de prononcer des vœux sacrés, n'est-ce pas? La veille du mariage, le journal relié en cuir est ouvert sur les carreaux froids du sol de la salle de bain du Four Seasons où je suis assise depuis 20 minutes. Mes jambes se sont engourdies, mais la nausée arrive par vagues trop puissantes pour que je me risque à rester debout. Les pages que j'ai sous les yeux ne contiennent pas seulement une liaison.
mais un avenir méticuleusement planifié dans mon dos. Beckett dit que nous devrons être encore plus prudents après la lune de miel. Elle a organisé une conférence mensuelle à Baltimore où nous pourrons nous rencontrer sans éveiller les soupçons, écrit ma mère de son écriture précise. Quand Rowan sera occupé avec ses petits livres, nous aurons notre propre histoire à écrire. Mes doigts tracent les mots, sentant l'empreinte de son stylo sur le papier. Preuve d'une trahison si complète qu'elle semble presque architecturale dans sa conception. Dans l'entrée suivante, datée d'accent grave peine 3 semaines, B s'inquiète que R puisse remarquer les retraits de la caisse de mariage. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, elle n'a jamais remis en question une décision financière de sa VIE. Et la suite du Jefferson restera notre lieu privilégié. Je me force à me lever, les jambes picotant douloureusement à mesure que le sang revient. Dans la chambre d'hôtel, confortable ou plate? Je range les preuves que j'ai rassemblées. Les relevés bancaires indiquant les retraits de notre compte commun de mariage correspondant aux boutiques préférées de ma mère. L'historique de localisation du téléphone de Beckett, partagé avec moi il y a quelques mois par souci de transparence, révèle des visites régulières le mardi après-midi à l'hôtel Jefferson. Les photographies que j'ai prises des entrées de journal les plus accablantes. Les carreaux de la salle de bain sont plus stables sous mes pieds. Mes mains ne tremblent plus. Lorsque mon téléphone sonne, le nom de mon père s'affiche sur l'écran. Je réponds avec un calme qui me surprend. Rowan, ta mère est hors d'elle. Quel que soit le désaccord que vous avez eu tous les deux. Papa, interromps-je, le mot me paraissant étrange dans ma bouche. Je n'ai jamais coupé la parole à mon père auparavant. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Demain, à l'église. Prépare-toi à entendre la vérité. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Sa confusion rayonne à travers le silence. Quelle vérité, Rowan? Tu parles par énigme. Pour une fois dans ma vie, je parle clairement, dis-je, trouvant de la puissance dans mon nouveau but. Je te vois demain. Après avoir raccroché, j'ouvre les SMS que j'ai découverts plus tôt. Ma mère à Beckett hier, rencontrons-nous accidentellement dans le jardin pendant le dîner de répétition. Rowan sera occupé avec le coordinateur. Un dîner à 2000. Réponse de Beckett, j'attends avec impatience notre petite tradition, la trahison va plus loin que je ne l'avais imaginé. Un message de mademoiselle d'honneur Charlotte aux autres. Doit-on dire à Rowan qu'on a vu Lorraine et Beckett ensemble au Capitol Grill? Je me sens mal de lâcher cette bombe juste avant le mariage. Ma plus vieille amie Margaret a répondu. Absolument pas. Cela l'écraserait. Certaines vérités font plus de mal que de bien. Je pensais avoir atteint le fond de ce gouffre, mais il continue de descendre. Le coup de grâce est porté lorsque je consulte ma boîte vocale. La voix de ma mère, s'adressant à Beckett mais appelant par erreur mon numéro. Elle a été très émotive et instable ces derniers temps. Après le mariage, nous devrions lui suggérer de parler à quelqu'un de professionnel. Le juge Holloway pourrait recommander quelqu'un de discret. En posant le téléphone, je fixe la robe de mariée accrochée à la porte du placard. Les implications de ce que je suis en train de préparer pèsent lourd sur mes épaules. Le juge Mason Holloway préside le conseil d'administration chargé de superviser les subventions accordées à ma maison d'édition. Un seul mot de sa part pourrait mettre un terme à ma carrière. Les cercles sociaux d'élite de Washington, où j'ai tissé des liens qui soutiennent les lancements de livres de mon auteur, me qualifieront sans doute d'instable ou de vindicative après-demain. Le mariage de mes parents, qui dure depuis 35 ans, va voler en éclats. Et la sécurité confortable de rejoindre la riche famille Holloway disparaîtra. La vie que je croyais construire avec Beckett, la maison de Georgetown que nous avions visitée, les enfants dont nous avions parlé, les ambitions professionnelles partagées, tout cela se révélera être une fiction élaborée. Je m'effondre sur le lit, submergé par l'ampleur de ce que je suis en train de sacrifier. Mon téléphone sonne avec un message. J'ai eu des nouvelles de Charlotte, Taemia. Tout va bien? Tu veux que j'apporte du vin dans une voiture de fuite? Fallon. Fallon Reyes, ma colocataire de l'université devenue journaliste d'investigation. La seule personne que je connaisse qui privilégie la vérité au confort à tout prix. Je tape rapidement. Peux-tu venir au Four Seasons? Chambre 718. Apportez votre enregistreur. 20 minutes plus tard, Fallon s'assoit sur le lit de mon hôtel, les jambes croisées,
et examine les preuves que j'ai déposées. Elle ne pose pas de questions, se contente d'examiner attentivement chaque élément. Lorsqu'elle lève enfin la tête, ses yeux sont durs de certitude. « Je vais tout documenter », dit-elle simplement. « Tout ce dont vous avez besoin. » Pour la première fois depuis des jours, je sens la pression dans ma poitrine se relâcher légèrement. Quelqu'un me croit sans poser de questions. Plus tard dans la nuit, je lisse ma robe de mariée sur le couvre-lit de l'hôtel, la soie ivoire s'accrochant à la faible lumière. Demain n'est plus qu'à quelques heures, et une question me hante tandis que je retrace le délicat travail de perlage dont ma mère insistait pour qu'il rehausse la simplicité de la robe. Dois-je les affronter en privé et partir avec dignité, ou dois-je m'assurer que tout le monde sait exactement qui ils sont ? Une sortie discrète pourrait préserver certaines relations, mais une révélation publique pourrait les empêcher de blesser d'autres personnes. Que feriez-vous lorsque les personnes en qui vous aviez le plus confiance vous ont trahi à ce point ? L'horloge indique 1h07 lorsque je prends enfin ma décision. Dans la nuit, le 5e message vocal de Lorraine atteint une nouvelle octave de désespoir. Je l'efface sans écouter au-delà de son appel, comme je l'ai fait pour les 4 précédents. « Encore ta mère ?» demande Fallon, en faisant glisser un café frais sur le bureau de l'hôtel où j'ai passé la nuit à rassembler des preuves. Elle est passée du commandement à la supplication. Je place une nouvelle capture d'écran dans mon portfolio de trahison qui ne cesse de s'étoffer. Vient ensuite la manipulation larmoyante. Comme si ma prédiction me l'imposait, mon téléphone s'allume au nom de Beckett. Je le laisse sonner jusqu'à la boîte vocale, où il laisse un message soigneusement mesuré dans lequel il se dit inquiet et explique qu'il a enrôlé les gars pour me trouver, parce que je dois éprouver une anxiété prénuptiale tout à fait normale. Et sa voix est empreinte de la sincérité habituelle qui m'a fait me sentir chérie. Maintenant, elle ressemble à un témoignage préparé pour de futurs auditeurs. Le téléphone de l'hôtel sonne 1 heure plus tard, contournant la liste de blocage croissante de mon portable. Mademoiselle Beryl ? L'employé de la réception semble mal à l'aise. Il y a une livraison pour vous. Malgré mon pseudonyme, ils m'ont trouvé. Et la boîte à bijoux contient un bracelet en platine avec une note promettant notre avenir parfait ensemble. Je le remets dans son nid de velours sans l'essayer, ajoutant la carte à mon dossier de preuves. Mon patron appelle ensuite. Collège Hollow. Pourrait-il y avoir une explication que je n'ai pas envisagée ? Puis je relis l'entrée du journal où ma mère décrit Beckett comme le partenaire que je méritais, et l'eau se retire, remplacée par une froide clarté. Le sommeil vient par heures fragmentées. Je me réveille à plusieurs reprises pour lisser la robe de mariée suspendue dans l'armoire. La soie ivoire sur laquelle ma mère a insisté est devenue le symbole de tout ce qu'elle a choisi pour moi, mon parcours professionnel, l'emplacement de mon appartement, même les mèches de mes cheveux qui font ressortir mes yeux. Chaque fois que je touche le tissu, je répète les mots de demain. Le révérend Wilson a été aimable mais ferme lorsque j'ai appelé. Il ne peut pas interrompre la cérémonie sans raison, mais il m'a assuré qu'il n'interviendrait pas si je souhaitais prendre la parole. Et la déclaration prudente que j'ai rédigée se concentre sur les faits, et non sur les émotions qui se bousculent sous mon sternum. 3 phrases qui vont tout changer. Je les ai mémorisées. J'ai testé leur prononciation dans le miroir de la salle de bain jusqu'à ce qu'elles paraissent stables et sans émotion. Tu sais, la plupart des mariés ont la frousse, pas un dossier classé. Fallon arrive à l'aube avec du café frais et des beignets. Vous êtes la femme la plus forte que je connaisse. Sa boutade inattendue m'arrache un rire, le premier vrai moment de légèreté depuis des jours. À notre arrivée, la salle des mariages de l'église nous semble à la fois familière et étrangère. Je me suis arrangée pour arriver tôt, avant que ma mère n'établisse son centre de commandement de la quai d'attente. Mon père frappe doucement 1 heure avant la cérémonie. Rowan, sa voix est empreinte de la douce autorité qui régnait dans notre maison le dimanche matin. Ta mère dit que tu as été injoignable, c'est tout. Je place le journal en cuir dans ses mains, ouvert à la page qui a détruit mon avenir. Lis-le. Papa. Everett Queen a prononcé des milliers de sermons sur la certitude morale, sur la fermeté face à la tentation. Je regarde cette certitude s'effriter à mesure que ses yeux se déplacent sur la page. Lorraine ne le ferait pas. Sa voix faiblit, puis s'éteint complètement alors qu'il poursuit sa lecture. Ses mains tremblent si violemment que les pages du journal s'agitent. Je prends ses mains dans les miennes, surprise de constater que les miennes sont parfaitement stables. Nous devrions régler cela en privé, murmure-t-il, pour le bien de l'Église, de la congrégation telle qu'elle était. Ils ont choisi des vœux publics, interromps-je, la voix douce mais inflexible.
Il mérite un jugement public. Le silence s'étire entre nous. Je le vois se débattre, le pasteur préoccupé par le scandale, le mari trahi, le père dont la fille est seule. Finalement, il redresse les épaules, retrouvant sa posture familière. Alors je t'accompagnerai dans l'allée, ma fille. Jusqu'au bout. Dans ces simples mots, je l'entends me préférer aux apparences pour la première fois de ma vie. L'heure suivante s'écoule dans une préparation concentrée. Madame Fallon se positionne stratégiquement avec sa carte de presse et son appareil photo. À des fins de documentation uniquement, assure-t-elle à mon père, bien que nous soyons tous deux conscients du pouvoir que sa présence représente. L'organiste de l'église, Madame Callaway, qui me connaît depuis la chorale de mon enfance, acquiesce solennellement lorsque j'explique ma requête. Je m'arrêterai de jouer quand vous vous retournerez, promet-elle. Ta mère a toujours essayé d'étouffer les autres voix. Les demoiselles d'honneur arrivent dans leur robe bordeaux réglementaire, leur malaise collectif étant visible car elles évitent tout contact visuel direct. Toutes sauf Margaret, qui interrompt la formation pour me tendre un verre d'eau. J'aurais dû vous le dire, murmure-t-elle. Je suis vraiment désolée. L'eau adoucit ma gorge, la préparant à des mots qui vont remodeler d'innombrables vies, dont la mienne. Dans ma pochette, à côté de ma déclaration soigneusement rédigée, se trouve la confirmation que les collègues les plus influents du juge Holloway ont reçu ce matin des copies des preuves sélectionnées. Quelles que soient les répercussions professionnelles qui m'attendent, Beckett et ma mère n'en sortiront pas indemnes. J'entends la musique de la procession commencer dans le sanctuaire. Mon père me tend le bras, ses yeux sont plus clairs maintenant, résolus. N'oublie pas qui tu es, Rowan, dit-il en me serrant la main. Un queen ne faiblit jamais face à la vérité. J'y respire profondément et j'avance, me préparant à échanger la vie que je pensais vouloir contre quelque chose d'infiniment plus précieux, mon respect de moi-même. De retour au présent, je descends l'allée à pas compter. Mes yeux rencontrant ceux des invités de part et d'autre. Certains sourient avec impatience, d'autres n'apprécient pas ce qu'ils supposent être l'assurance de la mariée. Et si seulement ils savaient la tempête qui se prépare sous ma soie ivoire. Et la musique d'orgue s'intensifie tandis que je m'approche de l'autel où Beckett attend, ses yeux bleus scintillants de ce que l'assemblée interprète sûrement comme de l'amour. Je le sais mieux maintenant. Ses yeux ne contiennent rien d'autre que des bassins peu profonds d'ambition et de tromperie. J.E. prend place devant le révérend Wilson, qui sourit avec bienveillance aux invités rassemblés. Je laisse la cérémonie se dérouler exactement comme prévu. Les lectures, les prières, l'homélie sur la confiance sacrée entre mari et femme, chaque mot du sermon du révérend Wilson sur la fidélité atterrit comme un coup de marteau sur ma cage thoracique, mais je reste calme, j'attends. Enfin. Le moment arrive. Si quelqu'un peut prouver qu'il existe une raison valable pour laquelle ce couple ne peut être légalement uni par les liens du mariage, qu'il parle maintenant, ou qu'il se taise à jamais. La pause traditionnelle suit, censée être superficielle. Pas aujourd'hui. Je peux le faire, dis-je, ma voix claire et posée portant jusqu'au banc le plus éloigné grâce à l'acoustique parfaite de l'église. J'ai quelque chose à partager avec tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui. Les yeux de Beckett s'illuminent lorsque je mentionne le journal. Sa façade calme se fissure, révélant la panique sous la surface polie. Rowan, murmure-t-il avec insistance, que fais-tu? Ma mère se lève de son siège au premier rang, sa robe cramoisie se détachant sur les couleurs sourdes de l'église. Ma fille a été soumise à un stress énorme, dit-elle. Sa voix s'élevant pour exprimer l'inquiétude maternelle. Elle est dans un état mental fragile à cause des préparatifs du mariage. L'assemblée murmure, ne sachant qui croire. Puis mon père se lève, le poids de son autorité pastorale emplissant le sanctuaire. Lorraine, dit-il, sa voix portant l'ordre qu'il réserve habituellement au sermon du dimanche, asseyez-vous. L'église se tait. En 35 ans de mariage, personne n'a jamais entendu le pasteur Everett Queen s'adresser à sa femme avec une telle autorité. Ma mère s'enfonce dans son siège, le choc se dessinant sur son visage. Beckett tente de se ressaisir, en invoquant son bras d'avocat. Les nerfs du jour du mariage, dit-il avec un rire forcé, en posant sa main sur mon bras, c'est tout à fait normal. Continuons. Je m'éloigne de son contact. Le juge Holloway se lève depuis la deuxième rangée. Je crois que nous devrions entendre à quelle preuve ma future belle-fille fait référence, dit-il. Son attitude judiciaire intacte mais ses yeux aiguisés par la suspicion. Ma mère se lève à nouveau et s'approche de moi les mains tendues. Chérie, discutons en privé. Ce n'est pas le moment d'en parler.
Margaret s'avance de sa place parmi mes demoiselles d'honneur, suivie de 2 autres. Elle forme une barrière entre ma mère et moi. Pas un pas de plus, Madame Queen, dit Margaret à voix basse. Alors que je me tiens devant l'assemblée, la preuve en main, j'hésite un instant. Dois-je révéler tous les détails intimes et ne rien laisser à l'imagination, ou la reconnaissance publique de la trahison a-t-elle suffi? Quelle est la part de vérité exigée par la justice? De sa position stratégique près de l'allée latérale, Fallon lève son appareil photo, documentant tout. Le clic de son obturateur ponctue le silence comme un métronome de la justice. Margaret s'avance. La voix tremblante mais déterminée. J'ai vu Beckett et Madame Queen ensemble à l'hôtel Mayflower il y a 3 semaines. Ils ne m'ont pas vu. J'aurais dû le dire à Rowan immédiatement, mais j'avais peur. Elle se tourne vers moi. Je n'ai plus peur. John Harris, un homme qui me connaît depuis l'enfance, se déplace tranquillement dans l'église, distribuant des copies de certaines pages du journal aux principaux membres de la famille. Son visage reste impassible, mais ses actes en disent long sur sa loyauté. Le juge Holloway reçoit son exemplaire avec le calme d'un juge. J'observe ses yeux parcourir les pages, son expression passant de l'incrédulité à la fureur froide. Il lève les yeux vers son fils, puis se détourne délibérément. Les murmures dans l'église changent de ton. Le choc et la confusion font place à quelque chose d'autre, la compréhension. Puis le soutien. Plusieurs femmes âgées qui connaissent ma mère depuis des décennies évitent maintenant de regarder dans sa direction. Le sourire confiant de Beckett s'effondre lorsque le rejet de son père se fait sentir. Ses yeux parcourent désespérément le sanctuaire, sans trouver d'allié. Le masque social soigneusement construit par ma mère s'effondre sous le poids de la vérité exposée. Son maquillage parfaitement appliqué ne peut cacher la prise de conscience que sa position dans cette communauté, construite au fil de décennies de soins attentifs, a volé en éclats en quelques minutes. Je respire profondément, me préparant à ce qui va suivre. Avant de partir, j'ai une dernière chose à dire. L'assemblée se penche collectivement vers l'avant, avide de connaître le dernier acte de ce drame inattendu qui se joue devant elle. J'ai complètement capté leur attention maintenant, non pas comme la mariée rougissante qu'ils attendaient, mais comme une femme qui se tient fermement dans sa vérité. En cet instant, je suis plus puissante que je ne l'ai jamais été, je me tiens inébranlable devant l'autel, témoin des conséquences de ma révélation qui se répercutent dans l'assemblée. Beckett s'élance, son vernis poli se fissure alors qu'il me tend les mains. Rowan, s'il te plaît, murmure-t-il, la voix craquelée. Nous pouvons surmonter cette épreuve. Nous pouvons encore vivre ensemble. Ses doigts tremblent alors qu'il s'étire vers les miens, ses yeux se dirigent nerveusement vers l'endroit où le père est assis, le visage impassible. Et la mâchoire du juge Holloway se crispe, son légendaire sang-froid au tribunal se fissure visiblement. Chérie. Ma mère appelle. Sa voix se brisant avec une précision théâtrale alors qu'elle s'avance dans l'allée. Ce n'était qu'une terrible erreur. On ne peut pas tout gâcher à cause d'une terrible erreur. Des années passées à observer Lauren Queen perfectionner ses performances en public m'ont appris à reconnaître l'oscillation calculée de sa voix. L'angle précis de sa tête qui met en valeur ses boucles d'oreilles en diamant, un cadeau d'anniversaire de mon père. Pensez à la réputation de notre famille. Beckett insiste, sa voix se fait plus grave. Le scandale touchera tout le monde. La congrégation de ton père, la position de mon père sur le banc. Ma mère acquiesce avec empressement, glissant vers moi les bras tendus. Nous pouvons encore sauver la situation, ma chérie. Les traiteurs attendent, le photographe a été payé. Beckett se penche plus près, son souffle chaud contre mon oreille. Votre carrière pourrait ne pas survivre à ce genre de drame? Rowan. L'édition est un petit monde. Les Holloway ont la mémoire longue. Je recule, ma colonne vertébrale se redresse tandis que je fais glisser le diamant de 3 carats de mon doigt. L'anneau capte la lumière qui traverse les vitraux, dispersant de minuscules arcs-en-ciel sur l'autel, une dernière performance avant que je ne le pose soigneusement sur la Bible. Permettez-moi de vous faire part d'un autre passage du journal de ma mère, dis-je en ouvrant le livre relié en cuir à une page marquée. Ma voix porte facilement dans l'église feutrée. Beckett a ri quand je lui ai parlé des ambitions de Rowan à la tête de la division littéraire. La pauvre fille ne se rend pas compte qu'elle n'a pas la colonne vertébrale nécessaire. Nous avons convenu qu'elle serait plus à même de jouer le rôle d'épouse compréhensive pendant qu'il bâtit sa carrière dans le cabinet de son père. Les chuchotements bruissent dans les bancs comme le vent dans les feuilles d'automne.
Je ferme le journal avec un soin délibéré. J'ai accepté un poste de rédactrice en chef chez Blackwell Publishing à Philadelphie. J'annonce que je commence la semaine prochaine. Apparemment, quelqu'un avec une colonne vertébrale était exactement ce qu'il recherchait. La respiration collective des invités est comme une validation dont je ne savais pas que j'avais besoin. Du coin de l'œil, je vois Fallon, caméra au point, me faire un léger signe de tête. Je n'ai pas besoin d'un mariage construit sur des mensonges ou d'une mère qui envie sa fille. Je continue, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Aujourd'hui, je choisis la vérité plutôt que la facilité, le respect plutôt que la trahison. Je me tourne légèrement vers le juge Holloway, croisant directement son regard. L'homme qui m'a intimidé tout au long de nos fiançailles me fait un subtil signe de tête, la plus petite reconnaissance de ma dignité. Ses yeux, si semblables à ceux de ses fils mais remplis d'une sagesse plus profonde, se tournent vers Beckett avec une déception indéniable. Rowan, tu fais une terrible erreur, dit ma mère, sa voix s'aiguisant au fur et à mesure que son masque social tombe. Tu es en train de gâcher tout ce pour quoi nous avons travaillé. Je me tiens plus droite dans la robe de soie ivoire que ma mère a choisie, dont le corsage contraignant ne m'étouffe plus mes marmes pour ce moment. Le tissu en cascade, qui m'a semblé être une cage, coule maintenant autour de moi comme une robe de reine. Avec des mouvements délibérés, je lève la main et dégage de mes cheveux le voile de longueur cathédrale. La dentelle délicate, cousue à la main avec les perles sur lesquelles Lorraine a insisté, flotte vers le bas tandis que je la rassemble soigneusement dans mes mains. Je me dirige vers ma mère, figée dans l'allée, son maquillage parfait ne parvenant pas à dissimuler la fureur de ses yeux. Avec une précision digne d'une cérémonie, je drape le voile sur ses genoux, les perles accrochant la lumière. Tu voulais tellement être la mariée, mère. Voici ta chance. Beckett s'élance vers l'avant et m'attrape par le bras. Petite ingrate. Ces paroles sont interrompues par mon père qui s'interpose entre nous, sa main pastorale fermement posée sur la poitrine de Beckett. Le choc sur le visage de Beckett reflète l'étonnement sur les visages des invités. Everett Queen, qui a passé sa vie à prêcher le pardon et à tendre l'autre joue, reste immobile. Pas un mot de plus à ma fille, dit-il à voix basse. Je me retourne et descends l'allée seule, la tête haute. Et la soie froufroute contre la moquette tandis que l'assemblée stupéfaite commence à se lever, une à une, dans une étrange inversion de la procession de mariage. Et la vieille madame Hollingsworth, qui enseignait à l'école du dimanche lorsque j'étais enfant, me tend la main pour me la serrer au passage. La sœur du juge Holloway, professeur à la retraite, hoche la tête avec une approbation indubitable. Devant les lourdes portes en bois, je m'arrête, me retournant pour faire face à l'épave de ce qui aurait dû être le jour de mon mariage. Le souffle collectif est audible alors que tout le monde attend mes derniers mots. J'espère que vous trouverez tous les deux le bonheur que vous avez cherché dans mon dos, dis-je d'une voix claire et posée. Moi, je trouverai le mien au grand jour. Les portes se referment derrière moi dans un bruit sourd et satisfaisant, et je me retrouve sous le soleil de juin. Mon téléphone bourdonne immédiatement de textos. La rumeur se répand déjà que le juge Holloway a convoqué une réunion d'urgence avec ses associés au sujet de la position de Beckett au sein du cabinet. Dans ma chambre d'hôtel, ce soir-là, j'enlève la robe de mariée et je la suspends soigneusement dans le placard, non pas comme un souvenir, mais comme la preuve de ce que je n'ai plus besoin d'être. La femme qui me regarde dans le miroir a l'air différente, avec des yeux plus clairs et des épaules plus droites. Mon téléphone s'allume avec un message de mon père. Petit déjeuner demain, 8 heures, l'endroit de ton choix, je t'aime, papa. Je souris, me demandant s'il a déjà parlé à un avocat spécialisé dans les divorces ou si cette conversation est encore à venir. Pour l'instant. Il me suffit de savoir que je ferai face à la journée de demain en restant fidèle à ma vérité, quoi qu'il arrive. J'entre dans la salle de conférence avec une pile de manuscrits, mes talons claquant délibérément contre le parquet. 6 mois à Philadelphie et je n'hésite plus avant de parler. Le mémoire de Pearson a besoin d'être restructuré, annonce-je en tapotant le manuscrit du haut. Nous sommes en train d'enterrer l'accroche émotionnelle. Commençons plutôt par sa confrontation à l'hôpital. Mon équipe acquiesce, griffonnant des notes. Personne ne remet en cause mon autorité, plus maintenant. Sur le mur est accroché un article encadré du Philadelphia Inquirer qui fait l'éloge de ma direction éditoriale audacieuse à Keystone Publishing. L'auteur a souligné ma volonté rafraîchissante de défendre les voix négligées, ce que mon prédécesseur avait évité. J'aperçois mon reflet dans la fenêtre, un simple chemisier crème.
Des cheveux auburn qui tombent en vagues naturelles plutôt que le chignon sévère que ma mère préférait. Mon bureau ne porte aucune trace de l'influence de Lauren Quinn, les étagères étant remplies de titres qu'elle jugerait communs. Un fauteuil jaune vif au lieu des bleus sourds qu'elle considérait comme sophistiqués. La pièce respire l'authenticité. Mon authenticité. C'est tout pour aujourd'hui, conclus-je. Alors que l'équipe se retire, je m'arrête à mon bureau, passant mes doigts sur une carte de remerciement d'un auteur débutant dont j'ai défendu le travail. Les mains tremblantes qui s'agrippaient autrefois à la soie ivoire se meuvent désormais avec une détermination inébranlable. Plus tard dans la soirée, je m'installe dans mon siège de velours à l'Académie des Arts de la Seine. La Traviata de Verdi remplit la salle, l'opéra au cours duquel Beckett m'a demandé en mariage. Le souvenir remonte à la surface sans piqûre. Comme on examine une vieille photographie appartenant à quelqu'un d'autre. Lorsque la soprano entame sa magnifique aria, je ferme les yeux, laissant la musique m'envahir. Je ne suis pas l'accessoire de quelqu'un, ni la fille dévouée du pasteur Quinn, ni la belle-fille parfaite du juge Holloway, mais Rowan, tout simplement, Rowan. Pendant l'entracte, un homme distingué aux tempes argentées s'approche. Pardonnez-moi, dit-il, mais est-ce que vous appréciez le spectacle? Il y a 6 mois, j'aurais donné une réponse polie et oubliable, destinée à ne pas impressionner ni offenser. Ce soir, je rencontre directement son regard. Je suis particulièrement frappé par l'interprétation du chef d'orchestre. Je réponds, il ralentit le 3e mouvement par rapport aux interprétations traditionnelles. Ce qui permet à l'émotion de respirer. Il semble agréablement surpris par cette observation précise. Nous discutons de musique pendant plusieurs minutes avant que les cloches ne donnent le signal du 2e acte. À un moment de nous séparer, je me rends compte que je viens d'engager une conversation, sans me demander une seule fois quelle impression je faisais ou ce que penserait Beckett. Plus surprenant encore, je n'ai pas pensé à ma mère ou à Beckett depuis des semaines. Aux secondes chances et aux débuts honnêtes, dit mon père en levant son verre à la table d'angle d'un restaurant du parc. En face de moi, Fallon et Margaret font écho au toast, leurs visages se réchauffant à la lumière des bougies. Mon père a l'air plus jeune. Les sillons de son front se sont lissés depuis qu'il a pris son poste dans une petite église presbytérienne et dans les médias. Et elle me regarde rire de l'histoire de Fallon et je perçois quelque chose dans ses yeux, une fierté sans réserve. Un amour sans attente. Le poids de son silence après ma révélation du jour du mariage s'est dissipé, remplacé par des appels hebdomadaires et des visites mensuelles. Aucun de nous ne mentionne la Lorraine. 2 semaines plus tard, je monte sur le podium de la Women's Writing Conference de Philadelphie. 200 visages me regardent, stylos posés sur des carnets. L'histoire la plus puissante que vous puissiez raconter est la vôtre. Dis-je, ma voix portant jusqu'à la dernière rangée sans effort. Parfois, la fin heureuse n'est pas un mariage, parfois, c'est le fait de s'éloigner d'un mariage. Des rires légers se propagent dans l'assistance. Sur mon bureau, à la maison, se trouvent les 50 premières pages de mes mémoires, provisoirement intitulées « Le mariage que je méritais ». L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Pendant les questions-réponses, une femme aux yeux bienveillants demande « Après tout cela ? Pensez-vous que vous aurez un jour assez confiance en vous pour vous marier ?» Je marque une pause, touchant le petit pendentif en argent que mon père m'a offert à Noël dernier, sur lequel est inscrite la vérité à l'intérieur. Je n'ai pas fermé cette porte, réponds-je pensivement, mais je sais maintenant la différence entre une relation et un sauvetage. Devant cette salle remplie de femmes, dont certaines hochent la tête en reconnaissance de mon histoire, je me demande si la plus belle des vengeances est de bien vivre. Ou est-ce de s'assurer que ceux qui vous ont fait du tort savent exactement à quel point vous vivez bien sans eux? Que choisiriez-vous? La satisfaction tranquille d'un succès personnel ou la vindicte publique de les laisser voir? Pour l'instant, en tout cas, j'ai choisi la première option. Mais je n'ai pas effacé le numéro de Lorraine de mon téléphone. Pas encore tout à fait.